Bonjour à tous. Ce cours s'intègre dans la suite du point de passage sur les frères Pereire et il s'agit donc du cours proprement dit. Donc chapitre 2, l'industrialisation et l'accélération des transformations économiques et sociales en France. Je vous invite ici à prendre quelques notes du cours et d'abord l'introduction à ce chapitre 2. Alors on pourrait dire que dans la deuxième moitié du XIXe siècle seulement, eh bien, la France entre dans la révolution industrielle. Elle y entre pleinement, car les innovations de la machine à vapeur qui avaient fait leur apparition sous la monarchie de Juillet vont dès lors, dans cette deuxième moitié du XIXe siècle, se généraliser sous l'impulsion d'acteurs variés, à la fois privés et publics. Cette industrialisation va bouleverser l'économie et la société française. En l'espace de quelques dizaines d'années. Et d'où notre problématique. En quoi la société française connaît des mutations profondes liées à cette industrialisation et l'urbanisation également qui l'accompagne. Alors d'abord, première partie, la France et la révolution industrielle, donc grand 1 de ce chapitre 1. Il s'agit de voir ici comment, quelle forme prend la modernisation de l'économie française et comment elle est encouragée par le régime du Second Empire. Donc, quelle forme prend cette modernisation et comment elle est encouragée par le Second Empire. Alors, tout d'abord, on peut dire que l'économie française au début du Second Empire est largement et peu modernisée, à l'image de l'agriculture qui est restée traditionnelle, routinière. On peut le voir dans cette illustration du fameux peintre Jean-François Millet, peintre rural, peintre de la vie rurale, qui nous offre ici dans ce tableau Les Glaneuses, une scène traditionnelle du glanage, qui était un ancien droit dans l'Ancien Régime pour les plus pauvres de ramasser après la moisson les épis de blé oubliés. Et donc ici on voit bien comment ce travail agricole est réalisé à la main, voire parfois aidé par des animaux, par la force animale. On voit d'ailleurs les meules de foin ici en arrière-plan qui ont été donc réalisées après la moisson. C'est un travail assez répétitif, douloureux pour ces femmes qui sont ainsi pliées en deux et dont le génie du peintre a bien sûr représenté le mouvement en décomposant pour chacune les différents mouvements, donc celle qui est en train de se baisser ici, celle qui est pratiquement au sol et celle qui ramasse donc les quelques épis de blé tombés. Ce qui est intéressant également, c'est qu'on peut voir en arrière-plan, donc non seulement d'autres ouvriers agricoles, cette fois-ci payés par probablement le propriétaire du domaine, propriétaire dont on peut apercevoir ici peut-être un de ses employés à cheval, en tant que comment appelle-t-on cela, régisseur, un régisseur de l'exploitation, qui donc surveille le travail de ces ouvriers agricoles. Et donc ici, c'est assez intéressant comment deux mondes agricoles dans ce tableau sont représentés. Au premier plan, les plus pauvres, et au deuxième plan, donc les ouvriers agricoles classiques surveillés par le régisseur qui symbolise
l'exploitant agricole, le gros exploitant agricole. Donc revenons à notre sujet. Ici donc la faible modernisation au début du Second Empire de l'économie française, illustrée donc ici pour l'agriculture par ce tableau, mais illustrée également par la faiblesse de la production industrielle ou la faiblesse des moyens de communication. La navigation à vapeur par exemple ne représente que 2% du tonnage total. Donc la navigation à voile est omniprésente encore. Et les chemins de fer, dont la construction ont commencé sous la monarchie de Juillet, n'atteignent que 3500 km. 3500 km donc au début du Second Empire. Ici donc par exemple en 1848, on voit quels segments en rouge ici sont réalisés déjà, quels segments au niveau des chemins de fer. Les Français en réalité se méfient du progrès, se méfient du progrès et de ses conséquences. Et la révolution industrielle, de toute façon, et ses innovations, comme je le disais, n'ont commencé que depuis une dizaine d'années, avec 50 ans au moins de retard sur l'Angleterre, qui elle, à la fin du XVIIIe siècle, a déjà commencé à propager ces innovations fondées sur la machine à vapeur. Alors, ici, il nous faut parler de l'impulsion importante du régime de Napoléon III, du Second Empire, dans l'économie, dans le développement de l'économie. Donc Napoléon III est très intéressé par le machinisme, par la mécanisation, et décide d'engager l'État dans la stimulation de cette économie industrielle, et pour un double objectif. Il s'agit d'abord de renforcer la puissance française. Renforcer la puissance française face à la rivale anglaise, mais aussi d'améliorer le sort des masses populaires. On se souvient de la petite sensibilité sociale qu'a Napoléon III. Et probablement avec le calcul que la prospérité sera également de nature à faire oublier aux Français leur manque de liberté. Il s'est d'ailleurs, Napoléon III, réservé dans la Constitution le droit d'engager de grands travaux par décret et de disposer de crédits extraordinaires pour le faire et de conclure donc des traités de commerce. On le voit ici sur cette lithographie dans la gare de Cherbourg pour inaugurer l'arrivée du train. Alors il va s'entourer de collaborateurs de valeur, souvent des collaborateurs, des financiers comme Morny ou Foult ou bien les frères Pereire ou des industriels également. Alors, il n'y a pas que les acteurs publics comme l'État qui s'intéressent au développement de l'économie française, mais également des acteurs privés qui sont essentiels, bien sûr, à la modernisation. Donc, ces grands entrepreneurs qui vont avoir les mains libres pour développer leurs industries. En effet, Napoléon III encourage ces acteurs privés, favorise la création, par exemple, de grands établissements de crédit, donc, qui inaugurent une nouvelle phase du capitalisme français. Donc là, je vous renvoie à l'étude sur les frères Pereire. En effet, la masse des capitaux nécessaires aux investissements industriels est beaucoup plus forte que sous l'Ancien Régime et nécessite donc l'appel à l'épargne des Français. Donc de grands établissements de crédit voient ainsi le jour au début du règne de Napoléon III. On a évoqué ensemble le crédit mobilier des frères Pereire en 1852, il y a aussi le comptoir d'escompte en 1853, le crédit foncier en 1852, le crédit lyonnais en 1863 ou la Société Générale en 1864, par exemple. C'est pas la peine de noter tous ces exemples,